Le prix qui m'a remarqué le plus, c'est le prix Fondation Chirac. C'est un prix de ce président, tout mon respect. C'était le premier que j'ai reçu le courrier de soutien quand j'ai perdu mon fils. C'est le président Chirac. Et ça m'a marqué. Et quand j'ai reçu cette demande pour le prix de la Fondation Chirac, j'ai pas entendu le prix, j'ai entendu le mot Chirac. Et j'ai dit, wow, cet homme, il est toujours derrière moi. C'est super. Et ça c'est quelque chose qui marquera à vie. C'est des grands hommes, et cet homme qui a fait ce courrier signé avec sa propre main, courrier écrit à la main, c'est quelque chose qui vous marque. Et j'étais obligée tellement qu'il m'a touchée, je l'ai mis dans mon livre, Mort pour la France. Ici, à Toulouse, à Montpellier, à Grenoble, tout ce qui touche ce côté-là, et qui est des villes qui sont assez fragiles, la paix. Et surtout, je voudrais m'adresser aux parents sur l'éducation. C'est très important. Comment on peut donner l'amour à nos enfants? Qui peut protéger les enfants à part les parents? Parce que si sans les parents, c'est très difficile pour l'enfant. Il doit avoir un modèle chez lui. Et le modèle, c'est la famille. L'invité du 18-19 régional est ce soir Latifa Ibn Ziaten. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans les studios RCF à Lyon. Vous êtes la présidente de l'association IMAD pour la jeunesse et la paix, une association qui porte le prénom de votre fils, jeune militaire, qui a été assassiné à l'âge de 30 ans par Mohamed Merah. C'était le 11 mars 2012. C'était la première des 7 victimes de Mohamed Merah. Alors, peu de temps après la mort de votre fils, pour mieux comprendre la situation, vous êtes allé dans le quartier de Toulouse où vivait Mohamed Merah. Là, vous avez pris conscience que l'assassin de votre fils était un modèle pour certains jeunes. C'est un déclic pour vous. Depuis, vous avez décidé d'agir à votre niveau en sillonnant les écoles et les quartiers français pour transmettre à la jeunesse un message de paix, de fraternité et de tolérance. Vous étiez d'ailleurs ce matin de passage dans un collège à Lyon. Alors pourquoi d'abord, Latifa Ibn Ziaten, inlassablement depuis 7 ans, vous continuez encore aujourd'hui à faire le tour des établissements scolaires ? C'est très important parce que quand j'ai vu ces jeunes à Toulouse, la manière qu'ils m'ont répondu, la manière qu'ils sont complètement, ils ont perdu leur confiance, de voir tous ces départs en série, je pense que c'est nécessaire d'aller vers les jeunes dans les collèges, dans les lycées, d'échanger avec eux, de les avertir, de les protéger, de les conseiller, d'avoir confiance en eux, de grandir bien, c'est très important parce que c'est l'avenir, cette jeunesse, et je pense que c'est nous les modèles. Chaque modèle, il doit être en face de ces jeunes parce que c'est l'avenir. C'est très important. Il est important aussi de répéter, de revenir dans certaines écoles, dans certains quartiers. Je vous assure, rien que ce matin, je voyais tous ces 300 jeunes qui étaient en face de moi. 3 heures, ils ne bougent pas, ils étaient attentifs à l'écoute, plein de questions qu'ils posaient. Il y en a pas mal qui pleuraient. On voyait les jeunes dans leurs yeux, il y en a beaucoup d'armes, tristes, rouges. Voilà, on voit les couleurs trembler quand ils posent leurs questions, un peu. Et quand ils sont venus me voir, n'y lâchez rien, madame, on a besoin de vous, vous êtes courageuse, vous êtes un modèle pour nous. Alors d'entendre rien que d'entendre ça, ça donne plus de force, de confiance en soi et de continuer ce combat parce que c'est vraiment nécessaire aujourd'hui. C'est un combat pour vous, contre qui, contre quoi ? C'est un combat contre cette secte aujourd'hui qui est née en Europe, dans le monde, cette secte terroriste qui touche la fragilité de nos enfants, qui touche cette sensibilité, l'ignorance et récupère ces jeunes facilement. Et c'est pour ça que je dis, je dois continuer cette mission, c'est mon combat aujourd'hui. Vous n'avez pas prévu d'arrêter ? Non, j'avais promis à mon fils jusqu'à vraiment fin de ma vie, je continue cette combat,
cette démarche, cette aide, cette écoute vers les jeunesses d'aujourd'hui, je veux pas avoir un autre Mera. Voilà, mon combat, je sais qu'est-ce que c'est la souffrance. On peut pas la partager. On peut pas sentir la souffrance de l'autre. Hein. Mais je voudrais transmettre à cette jeunesse, aux familles, à n'importe quel individu. Il n'y en a pas mieux que la paix. 7 ans après les assassinats de Mohamed Merah, est-ce que le nom de Mohamed Merah est toujours finalement connu de cette jeunesse que vous rencontrez? Parce que c'était il y a 7 ans. Aujourd'hui, les plus jeunes peut-être n'ont pas autant connaissance de ce nom, alors que c'était votre crainte à l'époque. C'est ça qui a été votre déclic. Quel est votre regard là-dessus? Bien sûr, parce qu'au début, on parlait beaucoup de cette famille. Certains jeunes, ils se mettaient en modèle. Pour eux, c'était un modèle, Mohamed Marrah. Et je disais, mon Dieu, ce qui se passe, c'est pas un modèle, c'est un assassin. Comment on peut parler d'un modèle? Et aujourd'hui, voilà, avec mon expérience, avec mon travail, avec le travail aussi de certaines associations et de l'État aussi, il y a moins en moins de ce problème. Il y a certains jeunes, quand vous parlez de lui, ils te disent, oui, c'est vrai, madame, c'est un assassin. Et ça fait chaud au cœur parce que voilà, ils ont compris. Ils ont compris que c'est pas un vrai modèle. Vous avez l'impression que votre travail, votre message paye d'une certaine façon? Tout à fait. Sinon, je ne continuerai pas. S'il y a pas s'ils n'ont pas aussi de résultats comme je le vis aujourd'hui, j'aurais pas continué parce que vous savez, je donne mon temps, mon énergie. Je suis pas avec ma famille. Tout ça pour aider cette jeunesse et aider certains parents qui ont besoin d'aide aujourd'hui. Depuis 7 ans, il y a eu aussi Charlie Hebdo, il y a eu les attentats de novembre 2015, Nice en juillet 2016. Est-ce que vous avez vu une évolution dans les réactions des jeunes que vous aviez en face de vous, avec tous ces événements qui sont venus égrener malheureusement notre histoire française? Bien sûr, parce que j'avais, si vous vous rappelez, j'avais plusieurs fois dans les médias, j'ai dit attention, il y a des Meras partout. J'avais signalé parce que quand j'allais dans les quartiers, dans certaines villes, dans l'établissement, dans les prisons, j'entendais cette forte haine qui existait. Et j'avais signalé de faire attention. Ils m'ont pas peut-être pris au sérieux ou peut-être ils disaient cette mère, il souffre, il voit des Meras partout. Et quand a été attaqué Charlie Hebdo, je me rappelle Monsieur Valls, il m'a dit on est touché Latifa. J'ai dit je vous l'ai dit Monsieur le ministre, on n'est pas à l'abri. Il faut faire le maximum. Il faut faire le nécessaire pour protéger la société, pour protéger ce pays. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je sauve pas mal de jeunes de ne pas partir en Syrie. Et même certains jeunes aujourd'hui qui ne partent pas, qui ne peuvent pas partir parce que c'est ça leur souhait, de les convaincre aussi de changer leurs idées et de démarrer leur moteur et d'avancer dans la vie. Et aujourd'hui, on en est où? Vous êtes moins inquiète pour la jeunesse française? Bien sûr, on est moins inquiète parce que aujourd'hui, je pense que ce message, il est important et il est écouté et on a moins de danger qu'on avait avant. Moi, je le sens sincèrement, il y a beaucoup de positifs dans cette jeunesse. Et en même temps, comment vous expliquez que certains jeunes aient voulu rejoindre l'État islamique en Irak, en Syrie, qu'il y ait cet attrait qui a fonctionné? Vous savez, quand il y a la fragilité, il y a une fragilité, il y a une pauvreté, il y a ces cités, il y a ces ghettos fermés, il n'y a pas de mixité dans l'établissement scolaire, il y a l'ignorance aussi. L'éducation, une grande partie qu'ils n'ont pas eu. Pas d'amour, un enfant. L'enfant, il grandit qu'avec l'amour. Hein. S'il n'y a pas d'amour, c'est très compliqué. Et si vraiment il tombe sur des gens dangereux, des gens qui récupèrent cette jeunesse, et ben voilà, ce jeune tombe dans le piège et il croit que voilà, j'ai quelqu'un qui m'attendait la main, mais en fin de compte, c'est un danger pour lui. C'est pour ça que beaucoup de jeunes qui sont tombés dans ces pièges, malheureusement, ils sont partis. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont pris beaucoup de connaissances de ce côté-là. Et je dis, quand on choisit la foi pour soi, mais pas pour les autres. Vous restez avec nous, Latifa Ibn Ziaten. On va se retrouver juste après le journal régional pour continuer à parler de vos actions auprès des jeunes. À tout à l'heure. Alors, merci. 18-19, l'invité.
Et notre invitée ce soir est Latifa Ibn Ziaten. Elle est présidente de l'association IMAD pour la jeunesse et la paix. IMAD, c'était le prénom de votre fils, Latifa Ibn Ziaten, qui a été assassiné par Mohamed Merah le 11 mars 2012. Alors on parlait tout à l'heure de cet endoctrinement de la jeunesse qui a pu fonctionner avec l'attrait de l'État islamique en Syrie et en Irak. Aujourd'hui, il existe un débat sur le retour ou non des enfants de djihadistes en France. Qu'en pensez-vous à votre niveau ? Moi, je pense pour les jeunes enfants, on doit les récupérer parce que ça sera des futurs Merah plus tard. Et ça sera contre la France et contre l'Europe. Il faut sauver cette jeunesse parce qu'il faut donner la chance à ces enfants. Mais les adultes, je pense, qui sont partis pour tuer ou pour faire du mal aux autres, je pense qu'il faut être jugé là-bas. C'est important parce que je voyais, moi, s'il n'y avait pas ce procès, si j'ai pas vu le procès arriver, c'est difficile. Alors je pense aussi aux autres familles en Syrie, qu'ils ont perdu leur famille, qu'ils ont perdu leurs frères, leurs enfants. Ils ont le droit de voir une justice. Alors il faut donner la justice aussi à ces familles. Le procès auquel vous faites référence est celui d'Abdelkader Merah ? Tout à fait. Le frère de Mohamed Merah qui a été condamné il y a un mois en appel à 30 ans de prison pour complicité. Ce n'était pas un motif qui avait été retenu lors de la première instance. Complicité d'assassinat. Un mois plus tard, comment vous a marqué ce procès du frère de l'assassin de votre fils ? Vous savez, on a vécu un mois, j'allais pratiquement tous les jours du matin jusqu'au soir. J'arrivais la première et je suis partie la dernière. Et je voulais vraiment voir dans ses yeux, est-ce qu'il y a un changement, est-ce qu'il y a un regret, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qu'on peut comprendre. Mais malheureusement, cet homme-là, c'était comme une pierre et aucune réaction. Même quand il était condamné à 30 ans, il n'y a rien qui l'a fait changer. Son visage est resté tel qu'il est. C'est choquant. Et je vous assure, j'ai passé une semaine, je suis partie le 19 au Maroc pour dire à mon fils, voilà, la justice était rendue, mon fils, c'était important pour que j'aille, mais j'ai tombé malade parce que j'avais pris beaucoup de pression sur moi, beaucoup de souffrance, beaucoup de ce que j'ai vu, etc. Parce qu'on l'a condamné à 30 ans, un jour il sortira. Mais moi, je suis condamnée à vie par ma souffrance. Imad, votre fils est enterré au Maroc. C'était un de vos souhaits importants. C'était important pour vous qu'ils soient enterrés au Maroc. Qu'est-ce qui a changé ce procès à Abdelkader Merah, selon vous ? Qu'est-ce qui a changé ? Alors, est-ce qu'il a changé quelque chose pour vous déjà ? Pour moi, ça n'a rien changé, sauf la seule chose que j'ai dit, voilà, la justice, elle était juste. J'étais fière de la justice. J'avais confiance totalement. Et j'étais patiente. Tous les jours, ils me disent, mais tu te rends compte, la justice ? J'ai dit, la justice, elle se rendra. À un moment ou à l'autre. Il faut garder la confiance. Et j'ai toujours gardé ma confiance à la justice et à mes avocats qui m'accompagnaient. Changer, je vous dis, ça, on sort digne d'un procès vis-à-vis de la justice, vis-à-vis des familles. Mais comme je vous dis, lui, il est condamné à 30 ans, un jour, il sortira. Mais moi, je resterai condamnée à vie, moi et ma famille. On vous reçoit ce soir, Latifa Ibn Ziaten, à quelques minutes d'une conférence que vous allez donner à l'Hôtel de Ville de Lyon, intitulée « Et si on se retrouvait ?» Quel message vous comptez délivrer aux Lyonnais ce soir particulièrement ? Alors, il n'y a pas qu'aux Lyonnais, c'est tout le monde. Je sais de passer ce message ici, à Toulouse, à Montpellier, à Grenoble, tout ce qui touche ce côté-là et qui est des villes qui sont assez fragiles, la paix. Et surtout, je voudrais m'adresser aux parents sur l'éducation. C'est très important. Comment on peut donner l'amour à nos enfants ? Qui peut protéger les enfants à part les parents ? Parce que si sans les parents, c'est très difficile pour l'enfant. Il doit avoir un modèle chez lui. Et le modèle, c'est la famille. S'il n'y a pas un modèle père ou mère, c'est compliqué pour l'enfant. Et la base, la mère, c'est la première maîtresse. C'est elle qui peut aider ses enfants, qui peut les accompagner. Le père, le rôle, c'est un chef de famille, le respect et la présence. C'est très important. Parce que s'il n'y en a pas les deux, moi j'ai toujours dit, la mère, c'est le pilier de la maison. Et quand on a deux piliers, tout ça déroule bien pour l'enfant.
Vous avez parlé de la notion de foi tout à l'heure. Quel rôle les religions doivent-elles jouer pour accompagner peut-être ce rôle d'éducation ou en tout cas cette éducation à la paix de façon générale? Vous savez, quand on est imam, par exemple, dans une mosquée, on peut, à chaque discours qu'on peut faire, on peut parler de la paix, de apaiser, de aimer l'autre, d'accepter où on vit, de respecter les valeurs, les codes de la République. C'est très important. Parce que si l'imam il transmet ça, que ce soit jeune ou moins jeune, chacun il peut rentrer chez lui, il peut apporter un message positif et un message de paix. Mais si on a certains imams qui sont radicaux et qui passent des messages de haine, c'est compliqué pour l'adulte et pour l'enfant. En parlant d'interreligieux, justement, le délégué du diocèse de Lyon au dialogue interreligieux, Christian Delorme, le prêtre des Minguettes, comme il est surnommé, et son association, l'Hospitalité d'Abraham, dont il est membre, eh bien, ils vont proposer pour la 2e année consécutive votre candidature, Latifa Ibn Ziaten, au prix Nobel de la paix. Comment ça vous fait réagir? Ça me touche énormément. Ça vient d'une demande d'un père, comme le père Delorme. C'est un homme qui je respecte beaucoup et que je n'oublierai jamais, même si je l'ai ou je ne l'ai pas. Mais la démarche de son côté, elle est formidable. Elle est inoubliable qui vient d'un prêtre, d'un homme croyant et d'un homme pour la paix et respecte les foi des autres. Il m'a pas jugé autant que femme musulmane. Il a vu la mission et le combat que je ramène aujourd'hui. Et c'est ça je ne sais pas comment je peux le remercier. Vous espérez avoir ce prix Nobel de la paix? J'espère, pourquoi pas. C'est important. C'est un prix qui peut donner encore plus d'espoir, plus de courage de continuer ce que je fais encore plus que je pourrais. Parce que ça peut m'aider. Ça peut ouvrir plusieurs portes pour cette jeunesse aujourd'hui. C'est un prix qui serait à la fin de nombreux autres prix que vous avez déjà reçus. Vous avez été fait chevalier de la Légion d'honneur en 2016 des mains de François Hollande. Vous avez reçu le prix pour la prévention des conflits de la Fondation Chirac, c'était en 2015. Le prix international de la femme de courage en 2016. Que représentent toutes ces récompenses finalement? Selon vous, vous venez de nous parler d'espoir, de courage, c'est ça, des encouragements à continuer? Tout à fait. Vous savez, quand on voit aussi un prix, c'est que ils ont pris connaissance de mon travail, de mon courage, de mon combat. Et c'est une fierté, ça me donne plus de volonté et confiance en moi et de continuer ce que je suis en train de faire un peu plus. Voilà, Et ce sont autant d'opportunités aussi de tribune, j'allais dire, d'être en position de tenir un discours aussi face à un public de plus en plus large? Tout à fait. Est-ce qu'il y a un prix ou une récompense qui vous a marqué plus qu'une autre? Le prix qui m'a remarqué le plus, c'est le prix Fondation Chirac. C'est un prix de ce président, tout mon respect. C'était le premier que j'ai reçu le courrier de soutien quand j'ai perdu mon fils. C'est le président Chirac. Et ça m'a marqué. Et quand j'ai reçu cette demande pour le prix de la Fondation Chirac, j'ai pas entendu le prix, j'ai entendu le mot Chirac. Et j'ai dit, wow, cet homme, il est toujours derrière moi. C'est super. Et ça c'est quelque chose qui marquera à vie. C'est des grands hommes et cet homme qui a fait ce courrier signé avec sa propre main, courrier écrit à la main, c'est quelque chose qui vous marque. Et j'étais obligée tellement qu'il m'a touchée, je le mets dans mon livre, Mort pour la France. Merci Latifa Ibn Ziaten d'avoir été notre invitée. On vous souhaite bonne continuation et de continuer comme ça à parler, à témoigner de ce que vous avez vécu. On rappelle la conférence qui aura lieu dans quelques minutes. Si vous êtes du côté de Lyon, vous pouvez peut-être encore vous y rendre. Et si on se retrouvait, c'est donc à l'Hôtel de Ville de Lyon à partir de 19h. Et puis, je cite également le film Latifa, le cœur au combat qui était sorti l'an dernier au cinéma, un film documentaire d'Olivier Payon et Cyril Brody. Merci encore d'être venu dans nos studios. On rappelle le nom de votre association, IMAD pour la jeunesse et la paix. Et c'est une interview à retrouver en podcast sur notre site rcf.fr et en vidéo également. Merci à vous.